Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Et vous êtes évidemment les bienvenus. Au programme aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle de Téléperformance. Tout le monde connaît cette entreprise, une entreprise à forte croissance qui repense son organisation et la formation de ses salariés. On va en parler dans quelques instants avec le CEO de l'entreprise. Le livre de Smart Job, la stratégie du poulpe. L'invité sera avec nous, Emmanuel Joseph Dailly. Elle nous fera part de ce concept incroyable de lien entre la vie animale et nous, les humains. Ce sera notre invité. Et puis dans le cercle RH, évidemment, le débat d'actu. Les chiffres du chômage européen, cette fois-ci, on les comparera avec les chiffres français. On parlera du contrat d'engagement jeune. On en a parlé sur ce plateau, dévoilé par Jean Castex, critiqué par la droite parce que trop cher, et puis pas assez ambitieux, dit la gauche. La gauche, on reviendra évidemment sur ce contrat engagement jeune. Et puis égalité salariale homme-femme, vous avez peut-être vu cette information. Les femmes travaillent, alors c'est une image évidemment, gratuitement depuis mercredi 9h22, ce qui nous amènera à parler évidemment de la loi Marie-Pierre Rixain sur l'égalité salariale. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, comment lutter contre la pénurie de salariés, sujet dans l'actualité, et on en parle avec le directeur de DirectSkill. C'est un logiciel qui normalement doit régler le débat de la pénurie d'emploi. Ça sera à la fin de notre émission, mais tout de suite, c'est bien dans son job. Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, bien dans son accompagnement quand on est dans une entreprise comme Téléperformance pour évoluer vers le télétravail notamment. On va en parler avec David Gillot. Bonjour David. Bonjour, vous êtes le CEO de Téléperformance France, il faut le préciser, parce que c'est un groupe mondial, groupe français, créé en 1978. C'est une success story française. 3300 collaborateurs en France. Et on va parler avec vous, alors évidemment de la fenêtre française, parce que évidemment cette entreprise est mondiale. À la fois de ce que vous avez traversé dans le Covid, mais ça on l'a beaucoup entendu. Et surtout comment vous avez muté, comment vous vous êtes adapté. Vous vous êtes mis au télétravail de force, comme toutes les entreprises, sauf que vous dites, on ne reviendra plus en arrière. Non, nous ne reviendrons plus en arrière. Alors, il faut savoir que Téléperformance avait déjà engagé toute une réflexion autour du télétravail avant la période de Covid. C'est d'ailleurs cette réflexion qui nous a permis d'aller assez vite, voire même très très vite, puisqu'on a réagi en quelques jours. On a pu mettre la quasi-intégralité de nos collaborateurs en télétravail et permettre ainsi une continuité d'activité pour vos clients, pour nos clients bien évidemment, et pouvoir servir les opérateurs télécoms, l'industrie de l'énergie, du retail, tous nos clients qui eux-mêmes devaient faire face à une réorganisation totale de leur mode de production et d'accompagnement de leurs clients. En très peu de temps, vous switchez, même si vous étiez déjà engagé dans le processus, vous switchez. Il faut installer les micros, les ordinateurs, il faut créer, je dirais, les flux Internet qui vont bien. C'était un travail de dingue. C'était un travail de dingue. Alors, chez Téléperformance particulièrement, notre savoir-faire, c'est de gérer les crises. Et ça, oui. Donc, on a eu à gérer pour nous-mêmes cette crise on va dire, de mise pour préserver la santé de nos collaborateurs, de mettre tout le monde en télétravail. Donc c'est quelque chose qu'on s'est adapté à nous-mêmes, avec les mêmes modes de fonctionnement et avec la même réactivité et le même succès. Là, donc, la rentrée de septembre, on nous parle d'une reprise économique. J'ai vu que vous aviez cartonné Téléperformance Monde, plus 20%. Les objectifs étaient 18. La France se porte très bien. Vous avez fait une bonne année. Peut-être aussi parce que vous avez été agile. À l'évidence. Je pense que c'est d'ailleurs ce que reconnaissent nos clients, c'est que finalement, on a eu cette capacité à pouvoir bouger extrêmement vite, voire plus vite même qu'il était possible chez eux de le faire en interne. Et ils ont pu, de ce fait, trouver un partenaire qui les a accompagnés dans ces moments un peu complexes. Agilité, répondre aux besoins des clients, mais c'est aussi accompagner les collaborateurs qui, pour certains, étaient sur des sites. Je crois que vous avez 13 sites en France, c'est ça, et leur dire, alors on est sur la base du volontariat, comment ça se passe, comment ça marche ça? Alors, deux phases en fait. Effectivement, d'abord tout le monde travaillait sur site historiquement.
Effectivement, ce qui nous a drivé, hein, c'était principalement toute la réglementation qui a évolué avec la pandémie. Que tout le monde attendait fébrilement le soir. Et notre aussi nécessité de préserver la santé de nos collaborateurs et finalement d'assurer de la distanciation sur des sites qui n'étaient pas faits pour, et puis aussi de mettre à l'écart l'ensemble des personnes qui pouvaient être immunodéficientes ou vivant avec des personnes immunodéficientes. Donc, finalement, on a composé avec l'ensemble des règles et c'est par ce biais qu'on a défini notre roadmap d'implémentation du télétravail. Aujourd'hui, on en est où ici sur le territoire français pour Téléperformance? Combien de collaborateurs sont passés en télétravail? Est-ce que vous avez signé un accord de télétravail et comment ça marche? Parce que, pour le dire clairement, des services clients, on en a tous les jours quand on appelle un service client, de la téléphonie, de l'automobile. Comment ça marche? Il y a quelques règles. Il ne faut pas avoir de chien de compagnie qui aboie trop fort. Il ne faut pas mettre la musique trop fort. Enfin, il y a quand même quelques règles de base quand même pour accueillir le client. Non, vous êtes d'accord avec moi? Oui, exactement. Il y a quand même quelques règles de base. Il y a aussi la bande passante pour être certain d'avoir une communication de qualité. Effectivement, de ne pas avoir de bruit parasite, de disposer d'un local qui permet, en tout cas d'un lieu qui permet de travailler sereinement sans avoir aussi mal au dos. Effectivement, c'est toutes ces règles-là qu'on a mis en place. Forcément, ces règles évoluent, puisqu'on apprend aussi. Hein. Je pense qu'on apprend beaucoup de cette période et on continue à apprendre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les négociations qu'on a avec nos partenaires sociaux, nous ne sommes pas parvenus à un accord, puisque aujourd'hui, nous sommes toujours en train de redéfinir ce que va être le système cible de télétravail, même si chez nous, en fait, on est en train plutôt de revoir notre mode de fonctionnement et d'implémenter un dispositif organisationnel qu'on appelle le Tipeee Cloud Campus, qui est un socle technique, mais aussi de recrutement, d'onboarding, de pilotage et d'interaction entre les personnes de l'entreprise, qui est un socle qui est mouvant, puisqu'on continue, comme j'ai dit, à apprendre chaque jour des choses qu'on fait bien, des choses qu'on fait un peu moins bien, et donc on le fait évoluer. Mais David Gillot, est-ce qu'il n'y a pas un effet marque employeur? On a beaucoup d'invités de dirigeants d'entreprises sur ce plateau qui nous disent aujourd'hui, de toute façon, il faut mettre dans nos offres, si on veut attirer des talents ou attirer tout simplement des salariés, parce qu'il y a une pénurie, il faut qu'il y ait quand même dans l'offre le mot télétravail. Est-ce que c'est une réflexion que vous menez en termes de marque employeur pour attirer des collaborateurs? Alors, comme je l'ai dit, c'était déjà une conviction chez Téléperformance avant le. Donc c'était déjà inclus dans les. Dire, il va falloir qu'on propose à nos collaborateurs la possibilité de travailler de chez eux. Donc aujourd'hui, on a eu l'occasion de le mettre en pratique. On mesure on va dire, de manière assez régulière le pouls des collaborateurs et finalement leur volonté. Est-ce qu'ils souhaitent revenir sur site? Est-ce qu'ils souhaitent être totalement télétravail? Est-ce qu'ils souhaitent un mix des deux? C'est des choses qu'on mesure à peu près tous les 2-3 mois. On voit qu'il y a quand même aujourd'hui une fraction assez nette de nos collaborateurs qui ne souhaitent pas revenir au mode d'organisation initiale et rester en télétravail. Mais alors attendez, il faut être précis, en full remote, comme on l'utilise souvent en jargon, c'est-à-dire en 100% télétravail, ou est-ce qu'ils vous disent, nous on voudrait un mix, c'est-à-dire 2 et 3, 3 et 2? Les deux. Les deux. Tout à fait, les deux. Alors effectivement, avec l'ensemble du socle de fonctionnement de Tipeee Cloud Campus, avec les règles de sécurité, avec tout un ensemble de règles qui garantissent aussi au client final la qualité de ce qui est délivré. Mais oui, c'est effectivement, on va dire, 40% des gens qui veulent rester en full remote. On a à peu près 30% des personnes qui veulent un mix des deux et retrouver un peu de vie sociale, un peu de lien social qu'on peut avoir sur le lieu de travail. Et puis on a la fraction restante qui, elle, est très attachée à venir sur le lieu usuel de travail, comme c'était le cas avant la pandémie. Alors j'ai vu que Great Place to Work, vous avez labellisé, ça c'est la première chose, vous faites partie des 25 entreprises où il fait bon vivre. Et puis j'ai vu que Fortunes, le magazine, vous avez aussi classé Téléperformance. Alors je pense que là c'est le groupe. C'est le groupe, évidemment, mais la France en fait partie. Tout à fait. Concernant les territoires, j'allais dire ruraux, vous êtes confrontés, vous aussi, à la pénurie d'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, comme beaucoup d'entreprises, on peine à recruter, on n'y arrive pas? Nous peinons à recruter. Vous aussi. À recruter, bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une pénurie, en tout cas, de candidats sur l'ensemble de nos territoires. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes présents sur 13 sites. Donc, nous voyons bien que finalement, c'est de manière assez diffuse. Mais en tout cas, même si on a des bassins sur lesquels c'est plus tendu que d'autres, c'est quand même une tendance de fond qu'on doit adresser. Et effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure est fort vrai. La marque employeur, ou en tout cas la promesse
que l'employeur et que Téléperformance peut faire à un candidat de dire aujourd'hui, viens apprendre le métier sur site, en revanche, tu pourras travailler de chez toi ultérieurement en respectant un certain nombre de règles, c'est quelque chose qui doit nous aider et qui est assez en rupture aussi avec ce qui se fait sur le marché. Donc c'est la raison pour laquelle cette conviction de l'entreprise va aussi nourrir notre attractivité et donc notre marque employeur. Et donc la possibilité de pouvoir recruter dans tous les bassins d'emploi, parce qu'il faut préciser que vous n'êtes pas basé qu'à Paris ou en Ile-de-France, mais partout en France, et que peut-être de travailler à domicile, avec les règles évidemment de ce cloud, peut permettre à des salariés de trouver un juste équilibre entre vie pro et vie perso. Ça peut être aussi un élément intéressant. Exactement. En fait, je pense que c'est le point central du Tipeee Cloud Campus, c'est justement d'être en capacité pour un collaborateur, mais finalement de composer avec son temps de trajet, de composer avec son équilibre vie professionnelle et vie personnelle, et puis finalement d'avoir un meilleur équilibre et de ce fait rester plus longtemps avec nous. Exactement. Peut-être même de faire des économies parce qu'il y a le temps de trajet. De faire des économies, d'avoir moins d'impact carbone. Bien sûr. Il y a tout un ensemble de bienfaits liés à ce mode organisationnel qui est intéressant en tant que marque employeur, mais aussi en tant que collaborateur, de savoir que finalement on agit sur un certain nombre de leviers. Merci David Gillot de nous avoir rendu visite. Vous êtes le CEO de Téléperformance France. Vous y tenez beaucoup, vous ne voulez pas prendre la place encore que. Téléperformance, c'est un groupe mondial français, je leur dis créé en 78 et qui cartonne parce que les résultats sont meilleurs que ceux qui avaient même été imaginés en termes de chiffre d'affaires. 380 000 collaborateurs sur l'ensemble de la planète, 265 langues et dialectes qui sont opérés sur 170 pays. Quelle réussite. Merci d'être venu nous rendre visite. Tout de suite, c'est important de se détendre aussi en lisant chaque semaine notre rubrique Smart Livre. Et là, vous allez redécouvrir un livre, La stratégie du poulpe, émission que vous aviez déjà vue il y a quelques semaines. Son auteur va tout nous expliquer. C'est ce lien entre les animaux et les humains. Elle a observé les animaux, leur manière de fonctionner. Peut-être qu'il y a des choses à apprendre chez ces animaux. Regardez ces Smart Livres. Le livre de Smart Job, le livre de la semaine, livre passionnant, le fruit d'un travail très approfondi, la stratégie du poulpe, 60 récits du vivant pour inspirer nos organisations. Vous voyez la couverture de ce livre, édité chez Erol. Emmanuel Joseph Dailly est notre invité. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Emmanuel. D'abord, je le disais, vous êtes anthropologue, et il est précisé que vous êtes anthropologue, puis vous êtes aussi directrice d'un lab de recherche et prospective chez Juliette Sterwen, pour citer la marque. Là, c'est l'anthropologue. C'est la passionnée d'anthropologie qui, le soir, après le travail, s'est dit « Je ne peux pas rompre comme ça avec cette activité que j'aime tant et je vais écrire ce livre ». D'abord, le temps que vous avez passé pour écrire ce livre, racontez-moi le travail que représente l'écriture de ce livre. Alors, ce livre, il naît d'un intérêt pour le vivant de longue date. Et il est la résultante d'une connaissance de l'entreprise d'une quinzaine d'années, de milliers d'heures de coaching, d'accompagnement des grosses organisations, et c'est le rapprochement des deux qui va en faire l'intérêt. Donc évidemment énormément de travail, des années de travail même. Ça naît comment? Vous avez une étude, on parle beaucoup de biomimétisme, des études, des reportages ont été faits, mais il n'est pas question dans ce livre de cette notion de biomimétisme, c'est-à-dire le concorde s'inspirant de la pointe d'un oiseau, le velcro s'inspirant des plantes. C'est pas ça votre livre, c'est pas ça. C'est vraiment l'idée de l'inspiration. Et j'ai fait un point d'honneur à ne pas utiliser le mot de biomimétisme, parce que l'idée, c'est pas de la transposition mimétique, c'est vraiment s'abreuver, changer de lunettes, changer de cadre. Donc d'où ça vient? C'est venu dans une forêt où j'ai eu cette première perception qu'il y avait quelque chose à faire pour relier ces deux univers. Dans cette forêt, vous trouvez des résonances entre ces arbres qui interagissent, la biodiversité, les champignons, avec le monde de l'entreprise. C'est cela la passerelle que vous faites? Sur le coup, c'était très intuitif, très sensoriel. Mais je fais cette passerelle-là, justement, sur ce côté sensoriel, sur aussi le fait que dans l'entreprise, on oublie beaucoup d'utiliser nos sens, on les utilise beaucoup moins qu'avant. On les perd. Très peu, on les perd. Que les sens nous donnent énormément d'informations sur la prise de décision, sur l'intuition, dont on a énormément besoin aujourd'hui. Donc tout ça vient de manière itérative. Donc vous nous dites, Emmanuel, et on va rentrer sur quelques exemples, parce que je ne veux pas non plus spoiler votre livre, mais 60 récits, c'est à travers des animaux, du vivant, qui ensuite vous créez des situations réelles et vous les transposez ensuite à la réalité de ces êtres vivants. Et c'est passionnant de voir les résonances, ou en tout cas les exemples qu'on peut tirer du vivant. Mais
l'idée, c'est quoi? C'est qu'on doit se transformer, nous, les êtres humains, en des arbres. On doit être beaucoup plus résilients. C'est quoi la philosophie? Alors l'idée, ça partait du constat que le biomimétisme, pour le coup là, mimétisme, inspire déjà énormément. La colle des moules va inspirer des chirurgies cardiovasculaires parce que cette colle, elle est comestible, donc c'est rare d'avoir une colle comestible. Les pattes du gecko, vous en avez cité, voilà, sur les feuilles de la bardane. Donc tout ça, d'un point de vue technologique et produit, ça inspire déjà énormément. Mais je me suis questionnée sur le fait que d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue personnel, on n'arrivait pas à s'inspirer du vivant parce que trop éloigné de nous apparemment, ou difficulté de transposition. Et pourtant, quand on réfléchit, quand on creuse, quand on cherche, on voit qu'il y a des centaines d'exemples qui pourraient nous mener à réfléchir et à agir différemment. Alors avant de vous parler du rat et du regret, parce qu'il y a des sentiments qui nous traversent et que vous transposez ensuite à des animaux, en l'occurrence le rat, dont les hommes font une phobie, dites-vous, la stratégie du poulpe, c'est quoi la stratégie du poulpe? Il a une stratégie, le poulpe? Alors, l'idée du poulpe, c'est que c'est un animal fascinant. Hein. Il a gagné l'Oscar à Hollywood, mais aussi les paris de football. Mais au-delà de ça, il a ce côté très rusé, très malin, extrêmement précis, adaptable. Il se régénère. On peut lui couper un tentacule, il va repousser. Il peut être bipède. Il peut sortir de l'eau sur deux de ses tentacules. Il a un aspect très décentralisé parce qu'il a 3 cœurs et puis un cerveau unique, mais aussi des millions de capteurs dans ses tentacules. Donc on a longtemps parlé de 9 cerveaux pour le poulpe. Et c'est cette idée que par son agilité, par sa capacité à la fois à lâcher prise, à être astucieux, à pouvoir se transformer en pierre, en un autre animal, à pouvoir aussi observer de son œuf. C'est-à-dire que c'est un des seuls animaux qui devient orphelin à la naissance parce que sa mère meurt une fois que les œufs vont éclore et lui observe de la cellule des parois de son œuf pour capter les informations parce que la nature déjà est faite à l'intérieur de l'œuf avant même de naître. Vous allez me dire, un bébé, on a découvert aussi que le bébé dans le ventre de sa mère captait énormément d'informations avant même qu'il respire. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Il y a un lien assez fort entre le bébé dans le ventre de sa mère et l'œuf et le poulpe. Bien, on capte dès le départ in utero énormément de perceptions d'émotions, mais le poulpe, la nature est faite de telle manière que comme il va être orphelin, il n'a pas cette transmission intergénérationnelle, donc il va observer pour apprendre. Quelques mots sur le rat, et puis ensuite j'aimerais comprendre en quoi ce livre, quand on l'aura lu, parce que c'est un travail extrêmement documenté, riche, en quoi ce livre peut aider un dirigeant d'entreprise ou quelqu'un qui est dans l'entreprise à peut-être regarder autrement sa façon de travailler. Mais le rat, vous évoquez, alors là je suis tombé sur le baleineau, mais j'étais sur le rat, capitaliser sur l'émotion négative, la notion de regret. Vous situez notre problème lorsque nous sommes traversés par le regret, on s'est trompé, on a pris le mauvais chemin, et vous dites le rat, lui fait pas pareil. L'idée de l'être humain, c'est que déjà on différencie ce qu'on va appeler les émotions négatives et les émotions positives, alors que finalement l'émotion elle se contrôle pas. J'ai écrit un livre précédemment sur les neurosciences, donc elle arrive à notre cerveau en 3/10 de seconde, très rapidement, on peut rien y faire. Et on perçoit certaines émotions comme négatives, alors qu'en fait l'émotion ne vient que nous apporter un message. Et les émotions dites négatives, on a beaucoup de mal en entreprise à capitaliser dessus. On parle peu des regrets à ses collègues, parfois on en parle à un collègue, mais pas à tout le monde. Donc on n'a pas de transmission collective des choses pour lesquelles on aurait fait un choix différent. Et le rat, il a ça de fabuleux, c'est que quand il fait une erreur, il y repense, voire il la transmet. Donc il y a une transmission. S'il mange par exemple une nourriture désagréable, il ne va jamais 2 fois faire la même erreur. Et il va même capitaliser avec ses congénères. C'est-à-dire qu'en fait, on transmet l'idée qu'il ne faut pas aller à cet endroit, qu'il ne faut pas boire cette eau. Donc on transmet ce que l'homme ne fait pas. L'homme est muré. En quoi, Emmanuel Joseph Dailly, ce livre, à la fois il est essentiel pour vous, il représente 2 ans de travail, mais en quoi il est utile pour nous, les êtres humains, ceux qui déforestons, polluons la mer, dégradons la planète? C'est un livre sur le vivant, sur la nature. Regardez et observez, c'est ça que vous nous dites aussi. Regardons, observons, changeons de paradigme, mettons d'autres lunettes, regardons des modèles qui depuis des milliards d'années fonctionnent, des modèles avec une temporalité différente aussi, qui ont su perdurer à travers la planète parce que l'évolution darwinienne est sans appel, c'est-à-dire que ce qui n'évolue pas va disparaître. Aujourd'hui, 99% des espèces ont disparu de la surface de la Terre. C'est vrai. Et c'est l'idée aussi de repenser d'autres modèles de performance, d'autres modèles de réussite et de voir ce qui fonctionne dans le vivant.
Est-ce qu'on pourrait non pas copier, mais penser différemment en lien avec la nature dont on fait partie? Un mot qui a été très utilisé et qui est toujours d'ailleurs beaucoup utilisé pour les hommes, la résilience. C'est un mot aussi qui est très fort dans le vivant. Je pense aux arbres, par exemple, lorsqu'un incendie les dévaste, on découvre en fait qu'ils ne sont pas morts. Il y a des mécanismes... Calcinés mais pas morts. Oui, et il y a des mécanismes de résilience absolument formidables tout au long du vivant, avec des principes qui, pour le coup, pourraient être copiés par le monde des organisations, notamment sur la modularité, cette idée des portes coupe-feu, pour que tout le monde ne brûle pas en même temps ou que des virus n'infectent pas un système entier de la même façon, des idées de diversité. Le vivant a cette approche de la diversité qui lui permet d'être toujours présent pour faire face aux chocs. Et ça fait partie des inspirations que le monde de l'entreprise pourrait reprendre. Parmi dans le panthéon de vos récits, puisque ce sont des animaux que l'on découvre à travers des situations de vie humaine, le poulpe, vous l'avez placé en titre parce que la description que vous en avez faite me fait plus regarder un poulpe de la même manière, pour être très honnête. C'est l'animal le plus incroyable que vous avez rencontré dans vos récits, ou il y en a d'autres ? Il y en a d'autres absolument formidables. Chaque animal a une place juste dans l'écosystème. Il y a des animaux qu'on appelle des espèces clés pour l'écosystème, qui sont moins fascinants ou moins médiatisés que le poulpe, mais celui-là a un côté très séduisant et séducteur aussi. Le poulpe, un animal qui séduit aussi et qui cherche à charmer les autres espèces. Ah, écoutez, le poulpe cherche à séduire. J'ai envie de rester sur ce mot de la fin. Je vais m'y pencher sur ce poulpe. Quand je regarderai un poulpe, je ne le regarderai plus de la même manière. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Pour ce livre riche, qui est le prolongement de vos travaux d'anthropologue. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument. Il y avait cette volonté de prolonger et de continuer finalement à chercher, parce que c'est un livre de chercheuse aussi. Et on ne cesse jamais d'être anthropologue ou d'être chercheur ou chercheuse. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau, Emmanuelle-Joseph Dailly. La stratégie du poulpe, édition Erol, 60 récits du vivant pour inspirer nos organisations, collaboration, innovation et le fameux mot résilience. Voilà, et tout de suite, c'est le cercle RH et le débat d'actualité que vous attendez. Chiffres du chômage européen, ils sont tombés. On pourra les comparer avec les chiffres français. Le contrat d'engagement jeune, dévoilé par Jean Castex, pour aider ces jeunes sans formation et sans emploi. Puis on parlera de l'égalité salariale homme-femme, femme-homme. Il y a toujours un écart significatif. On reviendra sur ces chiffres, sur ce chiffre où les femmes arrêtent travail gratuitement depuis mercredi 9h22. On reviendra évidemment à travers cette campagne sur l'égalité ou l'inégalité salariale. Tout de suite, c'est le cercle RH. Le cercle RH est notre débat d'actu avec plusieurs sujets aujourd'hui. Alors vous allez me dire, de semaine en semaine, on parle toujours du même sujet. Non, on va parler du chômage, mais sur le plan européen, parce que le chômage a fortement baissé sur le plan européen, et on comparera d'ailleurs les chiffres français avec d'autres pays qui se portent mieux que nous, il faut le reconnaître, les Allemands, les Pays-Bas. Je mets de côté l'Espagne qui a encore un taux de chômage très très élevé. On va parler aussi de ce contrat d'engagement jeune. On en a parlé cette semaine sur le plateau avec Thibaut Guilhuy. Alors c'est vrai que c'est un contrat d'engagement qui est assez critiqué, parce que la gauche trouve que ça ne va pas assez loin, et la droite trouve que ça coûte trop cher. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est vraiment le bon chemin pour réduire ou permettre l'insertion ? On va en parler. Puis il y a cette campagne, alors, qui est un peu de l'agite-propre, mais qui dit quelque chose. Depuis mercredi à 9h22, les femmes, dit cette campagne, travaillent gratuitement. Alors évidemment, c'est tiré d'une association qui a fait des calculs savants. Tout ça pour parler de l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Et on en parle avec mes invités. Olivia Copin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes fondatrice de Just Business, vous avez déjà repris 2 fois, enseignante au CELSA. Merci d'être là. À vos côtés, Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires, vice-président de France-Amérique. Merci d'être là. Et puis François Vigne est avec nous, associé chez Sycomore Corporate Finance et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Je vous vois sourire parce que vous dites, ça y est, il le dit bien. Merci beaucoup. C'est quand même une très belle étape de franchie. Chiffres du chômage, regardez, ils sont tombés il y a 2 jours. Le chômage baisse en Europe, tant dans les pays qui ont l'euro que au sein de l'Union en général. Regardez ce chiffre, 7,4, ça c'est le taux de chômage de la zone euro en septembre 2021. Taux de chômage en France, 7,7. Et quand on affine un tout petit peu,
et qu'on fait la liste des pays, c'est vrai que ça baisse pas partout pareil. Si bon élève que ça, la France, parce que c'est vrai qu'on a fait cocorico la semaine dernière, on s'est dit le chômage baisse, on est sorti de la crise. Il faut mesurer. Il faut d'abord se réjouir. Enfin, et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde que le chômage baisse en France. Donc je pense qu'on ne peut que s'en réjouir. Après, il reste du chemin à faire parce qu'on reste parmi les mauvais élèves de la classe par rapport aux meilleurs élèves. Vous parlez d'Allemagne, on peut parler des Pays-Bas, et ils sont, je dirais, depuis longtemps. On peut parler aussi de l'Irlande qui était à 6,2, il y a le Danemark qui est également en dessous de 4%. Donc il y a beaucoup de pays qui sont meilleurs que nous alors qu'ils n'ont pas d'avantage a priori structurel, au départ, en tout cas meilleurs que nous. Donc on a encore du chemin à faire et il faut par ailleurs mettre en avant le fait ou en tout cas mettre en lumière le fait qu'on a dépensé quand même beaucoup d'argent, parce que ça, c'est les résultats avec énormément d'argent qui a été mis dans la machine, avec beaucoup d'aides que nous avons contractées. Donc, c'est globalement de l'argent qu'on a investi. Et si on retire ces soutiens, il est possible qu'il y ait un effet sur le chômage et sur l'emploi. Alors, les aides sont arrêtées, François Vigne. On a retiré la prise en partie. Oui, mais... En partie, non ? On la retire, doucement. De façon très, très douce. Oui, on doit être content. Sur le plan européen, ça baisse. On doit systématiquement se réjouir quand les choses vont mieux. Alors, est-ce à dire que c'est l'Eldorado ? Non. Pourquoi ? Parce que derrière ce chômage, derrière ce chiffre, il y a une structure finalement du chômage en France. C'est la distorsion entre l'offre et la demande. C'est un certain nombre de sujets qui n'ont pas été résolus, formation professionnelle, rendre un certain nombre de nos concitoyens aptes au travail. Bref, on voit bien qu'on pourrait nettement mieux faire si on parvenait à s'attaquer aux racines même du mal. Je pense vraiment aux 500 000 emplois qui ne sont pas pourvus en France, alors même que nous avons plusieurs millions de chômeurs. Ça, c'est une vraie difficulté. On devrait se dire, mais tous les emplois devraient être pourvus. Et si on gagnait 500 000... Logiquement, en termes, j'ai envie de dire, en termes lambda, on se dit, tout devrait être pourvu. Et pourquoi est-ce que le tout n'est pas pourvu ? C'est bien parce que nous avons un vrai souci sur l'adéquation entre l'offre, la demande, la formation de nos jeunes et de nos moins jeunes. Peut-être une flexibilité du marché. Flexibilité, alors peut-être que... absence de flexibilité. Vous êtes président de ce mouvement France-Amérique. Évidemment, on ne peut pas comparer le modèle américain, mais avait une souplesse entre les entrées et les sorties pour, lorsqu'on quitte une entreprise, on retrouve un emploi facilement. Qu'est-ce que vous en pensez de ces chiffres du chômage ? Alors, je leur dis, 3,4% de chômage chez l'Allemagne. Alors, on dit l'Allemagne ne va pas bien économiquement, c'est compliqué. Sauf que, bon, en tout cas, sur son chômage, ça se passe plutôt bien. Les Pays-Bas sont très bien. Je le redis, l'Espagne est à plus de 14% de chômage. C'est un pays qui a été durement touché. Il faut continuer à accélérer, parce que la reprise est là, et paradoxalement, on a une pénurie d'emplois. Tous les chefs d'entreprise qui viennent sur le plateau nous disent « je n'arrive pas à recruter » il y a encore quelques minutes. Oui, effectivement. Alors, je rejoins ce que vous disiez. On ne peut que se réjouir que ce fameux mur de la dette de liquidation judiciaire, de licenciement n'a pas eu lieu, tant mieux. Après, je pense que même au niveau européen, il faut prendre un peu de recul par rapport à ces chiffres-là, puisque avec le Covid, l'économie mondiale s'est quand même arrêtée massivement. D'ailleurs, on l'a vu avec la chute des émissions de carbone cette année-là. Donc, en fait, ces taux de croissance, ce taux de chômage qui diminue, finalement, c'est la conséquence de cet arrêt-là, c'est-à-dire que les agents économiques ont reporté leurs projets, leurs investissements, et donc quelque part leurs embauches aussi, en 2020, l'année suivante. Donc il faut quand même prendre des gants avec ces chiffres-là. Effectivement, on peut se réjouir, mais je pense que la suite va être plus compliquée. Et d'ailleurs, dans les pays qui ont déconfiné plus vite, où la reprise a lieu plus tôt, on commence déjà à ressentir quelques signes d'essoufflement, notamment en Angleterre ou aux États-Unis. Donc à prendre avec précaution. Après, je rejoins ce que vous disiez concernant la France. Ce qui est intéressant surtout, c'est que le chômage structurel, le chômage de longue durée en tout cas, lui n'a pas du tout baissé. Donc on voit bien qu'on est sur un sujet plus de fond, plus structurel, et voilà, qui est loin d'être résolu. Ce qui me semble par ailleurs intéressant, c'est le fait que cette baisse du chômage, et qu'on voit depuis quelques années, vient battre en brèche certains pensifs qui avaient été développés pendant pas mal d'années, par exemple sur il faut partager le travail. On voit qu'en fait, le travail... le chômage baisse quand la croissance augmente. Il y a un lien fort entre croissance et emploi. La grande bataille pendant les 35 heures. Donc la réduction du temps de travail n'a pas permis de faire baisser le chômage. Au contraire, elle l'a accru. En revanche, la croissance permet de faire naître des emplois. Et donc je pense que ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il faut accélérer encore le potentiel de croissance de la France afin d'améliorer encore l'emploi en France et de venir remettre dans l'emploi tous ceux qui en sont encore exclus. Alors malgré la baisse, j'ai vérifié avant de préparer l'émission, malgré cette baisse du nombre de demandeurs d'emploi, le nombre numérique de demandeurs d'emploi est supérieur là en 2021 qu'il l'était à l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017. Il y a tout un débat sur le président a fait baisser le chômage. En fait,
pas tant que ça. Il y a 20 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, ce qui peut paraître paradoxal. Pénurie d'emploi, est-ce qu'il n'y a pas, avant de passer au contrat jeune, mais qui est lié, c'est une manière de faire une transition, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'incertitude? Je vois des sondages, là, je lis des sondages où les Français disent je suis inquiet pour mon avenir. En 2025, je ne vois pas l'avenir. Je suis inquiet pour la suite. Ce qu'évoquait Olivia Copin. Il n'y a pas comme ça une sorte d'état d'âme des Français, des salariés qui disent je ne vais plus au travail, je suis un peu résigné. Il y a ça un peu quand même. Et pas seulement, parce que là, vous parlez de ceux qui recherchent un emploi. Moi, je pense à ceux qui emploient. On oublie très souvent que nous avons un tissu d'entreprise qui est fait de petites et moyennes entreprises. Donc, ce sont des gens qui, au quotidien, prennent des risques. Ce sont des gens qui, comme on dit, qui mouillent la chemise pour pouvoir faire fonctionner le pays. Et quand l'atmosphère, le contexte est négatif, eh bien, ça n'incite pas. Donc, effectivement, on peut imaginer que le message décliniste et qui est tenu en ce moment, ça peut avoir un impact aussi sur l'économie parce qu'on a peur. On a peur de s'engager. On a peur parce que on a une économie qui est ouverte. On a des contrats gagnés à l'international. Et qui peut être fragile aussi. On voit ce que ça nous a coûté le stop and go pendant la période du coronavirus. Nous avons un certain nombre d'entreprises qui fonctionnent vraiment avec les marchés étrangers. Leur dire qu'on ne sait pas ce que sera notre politique dans quelques mois, eh bien, c'est très simple. En tant qu'avocat, je peux vous dire que nos clients parfois nous disent on attend le mois de mai évidemment tranquillement pour pouvoir prendre des engagements. Ça c'est vrai, vous qui avez contacté les entreprises, en général on gèle les investissements et on attend de voir ce qui se passera à l'issue d'un second tour d'une élection. On rentre dans une phase où il ne va pas se passer grand-chose. Non, j'évoquais l'idée, je l'ai peut-être mal exprimé, mais qu'il y avait une forme de confiance dans les chiffres de l'économie. Le chômage baisse, la croissance est bonne, les entreprises n'ont pas licencié comme ça avait été annoncé, et pourtant les Français sont dans une situation un peu ils sont un peu gris, ils sont un peu hésitants, ils doutent. Oui, parce que je pense que la crise du Covid, c'est pas qu'une crise économique. Enfin, il y a aussi une crise de sens. Donc, il y a une grosse crise sur le rapport au travail. Exactement. Donc, moi, je travaille à Cassacer. Là, on est en plein COP26, donc on va quand même difficile de pas en parler, mais il y a quand même aujourd'hui de plus en plus ce qu'on appelle de l'éco-anxiété, c'est-à-dire les psychologues, les psychiatres reçoivent de plus en plus de patients, de jeunes patients, qui sont souvent des jeunes, démunis, impuissants. Donc, quand on parle de la croissance, je suis d'accord, la croissance permet de... Mais elle est orthogonale avec le débat de la COP. La jeunesse aujourd'hui, est-ce qu'elle a envie d'avoir plus de croissance pour plus polluer Donc en fait, tout ça, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, crée aussi un climat de forte inquiétude et parfois un sentiment d'impuissance, de désespoir qui est jamais favorable à l'économie. La croissance, pour paraphraser le général de Gaulle sur l'Europe. Olivia Copin, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a une partie de cette jeune génération qui aspire peut-être à autre chose. Oui, mais encore, elle aspire aussi à avoir un travail, à pouvoir contribuer au monde. La croissance ne doit pas être polluante. Et je crois qu'aujourd'hui, on met tout en œuvre pour développer de nouveaux modèles de croissance non polluants. Et objectivement, ce que veulent les jeunes, la qualité des jeunes, c'est avoir un emploi pour pouvoir avoir une famille, pour pouvoir se développer et pour pouvoir vivre leur vie. C'est le cas de la majorité. Évidemment, on va trouver... il y a plein de profils différents. Il y a quand même plus de jeunes qui rejettent le salariat. Donc ça, c'est quand même mais le salariat, c'est le statut de salarié. C'est quand même trouver un job dans la plupart des cas. Et là encore, je pense qu'il faut éviter de flatter l'anxiété parce qu'il y a souvent quand même aussi un contexte anxiogène. Et évidemment, on a un monde qui bouge beaucoup aujourd'hui. Enfin, il y a des ruptures technologiques, des ruptures environnementales, des ruptures fondamentales. Mais il faut donner confiance aux gens. Tout ce qu'on a annoncé, tous les catastrophistes ont été démentis par les faits, je dirais, depuis 2 ans. C'est vrai. Heureusement, les catastrophes ne se sont pas succédées. Donc, faisons-nous confiance, ce qui ne veut pas dire ne pas avoir confiance. Mais créons de la richesse, c'est votre message. Créons de la richesse, c'est ça. Transformons l'environnement pour faire une économie qui ne soit pas polluante, faisons attention aux autres et ayons une économie inclusive, mais travaillons ensemble et ayons confiance, on va y arriver. Ayons confiance. Lorsque je dis déclinisme, c'est pas simplement, je pense pas simplement aux politiques, je pense à tout l'écosystème, avec des gens sur tous les chiquiers, y compris les environnementalistes, etc. Tous ceux qui nous annoncent des catastrophes en nous disant que c'est inéluctable, etc. Effectivement, ça provoque de l'anxiété. Et moi, je rencontre parfois des jeunes, y compris des jeunes très bien diplômés de grandes écoles qui devraient avoir l'avenir devant eux et qui me disent « je ne suis pas rassuré ». Peut-être que, je vais paraphraser ce qu'a dit Olivia Copin, elle l'a dit mieux que moi, mais les reportages, les chiffres qu'on nous indique sur le réchauffement climatique, la mer, les fronts de mer, le pétrole, tout ça contribue quand même à créer une sorte de zone d'incertitude. Mais Nostradamus avait dit beaucoup de choses aussi. Non, ce que dire, c'est que... la crise climatique, elle a déjà lieu. On est dedans. À l'époque, il n'y avait pas de chaîne
d'information en continu ou à longueur de journée. Parce que Nostradamus, j'ai lu la première page. Mais il n'y avait pas de... Donc, je me suis pas les chaînes préservé d'infos. de Nostradamus. Aujourd'hui, à longueur de journée, vous avez cela, eh bien, ça finit par vous polluer. C'est véritablement anxiogène. Alors, mais je ne suis pas en train de me rajeunir, mais en 90, mon professeur René Abraham à Sciences Po nous expliquait que si les hommes n'avaient pas inventé la cheminée, les hommes des cavernes seraient morts dans les cavernes. Si on n'avait pas inventé la voiture automobile, on serait tous morts sous les tonnes de crottin qui auraient malheureusement rendu la Terre impropre à vivre. Et donc, on a trouvé des solutions. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver de solution aujourd'hui. une sorte d'équilibre entre le Nous avons développement. un instinct de survie. L'homme a un instinct de survie. Ouais. Je ne pense pas que l'espèce humaine est Comme on nous le dit, pour mourir dans s'autodétruit, quelques temps. c'est ça. Non. Mais je suis d'accord, mais en même temps, ce qui paraissait impossible avant, comme une pandémie, enfin, ça relevait des scénarios. Est une réalité. Non, on l'avait aujourd'hui, oublié. en ayant 60, Olivia, 65 Olivia, on l'avait oublié. C'est quand Olivia, même quelque chose nous avions- qui paraissait impensable. et qui est Olivia, arrivé. pardonnez-moi, nous avions oublié que ça existait, la grippe espagnole. Oui. On avait oublié C'est parce vrai. qu'on est rentré dans un système du tout sécurité. Et ça nous est... Du zéro donné à risque figure. même. En revanche, moi j'en tire un enseignement. C'est que par exemple, sur certaines politiques, nous ne pouvons plus faire des politiques strictement nationales, mais il faut imaginer les choses à l'échelle internationale. Et notamment, nous devons avoir une politique de santé qui prenne, avec une OMS qui fonctionne autrement, L'OMS de manière alarmante, plus efficace. Mais oui, mais justement, plus efficace. Ça ne va pas nous aider, ça, dans le débat. et que nous L'OMS prenions- nous dit attention, le virus revient, méfiez-vous, ça monte dans plusieurs pays européens. Et c'est vrai que ça va arriver en France. Mais évidemment. il faut réformer. Et vous voyez, ça n'arrange pas notre Donc, débat. Oui, mais donc ça veut dire Ah qu'il oui. faut que nous réfléchissions à des mesures communes et que ce ne soit pas chacun dans son coin Alors, prenne ces mesures individuelles. il y a un lien assez fort entre cette pénurie d'emploi et cette volonté du gouvernement avec ce contrat d'engagement jeune. Vous avez vu, au début, j'avais titré contrat jeune. Attention, contrat jeune, ça nous renvoyait au XXe siècle. 2005. Quasiment au XXe siècle. Ces contrats d'engagement jeune, c'est le Premier ministre qui l'a dévoilé il y a quelques jours. 500 €. Attention, c'est un contrat en échange d'un engagement jeune. 15 à 20 heures de formation, un peu tous azimuts. Qu'est-ce que vous en pensez, François Vigne? Parce qu'il y a un débat sur les NEET, c'est ce mot qu'on utilise, alors sans formation, sans emploi, sans revenus. On les appelle aussi les décrocheurs, ceux qui sont hors zone. C'est une bonne initiative ou pas? À 6 mois d'une présidentielle. On n'est pas fanat au départ, si on peut dire, de tout ce qui est allocation. Enfin, et on préfère avoir des gens en position d'emploi, enfin employés, et que des jeunes qui sont simplement indemnisés pour d'autres choses. Une fois qu'on a dit ça, on a ce problème des 1 million à peu près de jeunes sans emploi et sans études, sans formation. Vous dites 1 million, il y a un débat sur le chiffre. Je dis, Non, parce que sur le montant, si on multiplie 500 € fois 1 million, vous voyez... On a dit que ce dispositif allait plutôt concerner 300 000 jeunes, parce qu'après, il y a des degrés d'éloignement d'emploi, il y a des durées. Donc, on en agnostique à peu près 1 million, il y a 300 000 qui sont considérés par le dispositif. Tout ce qui pourrait être fait pour permettre aux jeunes de rentrer dans le marché du travail sera positif. Maintenant, je préfère aujourd'hui qu'on fasse de la prévention, qu'on assure leur formation, pour éviter aux jeunes de passer par ces contrats d'engagement. Donc, La formation initiale, la l'éducation formation nationale. initiale, l'adéquation des formations aux besoins d'économie. Donc, on a plein de choses à faire. Une fois qu'on a dit ça, on a un besoin immédiat. Alors certes, ce contrat vient juste avant les élections. On peut penser qu'il est un tout petit peu électoral. Il n'empêche qu'il faut traiter ces jeunes. Il faut leur permettre, de donner le coup de ce qui va leur permettre, je dirais, de Le rentrer pied à sur le marché l'étrier, le pied à comme on dit. l'étrier, et ce qui va leur permettre de rentrer sur le marché du travail. Ce dispositif a ses inconvénients, mais il faut que ces jeunes puissent rentrer le plus tôt possible dans le marché du travail. Bonne nouvelle, ou je dirais un petit peu gadget, parce que la droite dit ça va coûter très cher et c'est pas efficace, et la gauche dit à l'envers, mais non, il faut aller beaucoup plus loin, il faut prendre en charge tous ces jeunes qui voulaient un RSA jeune. Ça fait écho évidemment à ce débat-là. Ma pensée est la suivante. Nous parlons de qui? Nous parlons de jeunes qui sont en situation de détresse, et donc tout ce qui peut les aider à remettre le pied dans le système est favorable. Donc je ne vais pas dire c'est dramatique parce qu'on leur donne un peu d'argent. Pour autant, Un peu d'argent, c'est 500 €. c'est pour ça. Au maximum. Ils n'auront pas que je forcément dis 500. un peu d'argent, parce que ce peu Non, mais- d'argent, je parlais, parce qu'il faut aller sur le On ne vit terrain. pas avec 500 €, il faut quand même le Exactement. préciser. hein. Mais ce que me disent un certain nombre d'acteurs qui sont sur le terrain, me disent, vous savez, il y a des situations de telle détresse pauvreté, sociale, de ouais. détresse sociale, que parfois un gamin n'a pas de quoi se payer un ticket de métro, etc. Donc ça, c'est une chose. Pour moi, ce qui est important dans cette histoire, c'est que si cet argent, ce budget, je crois qu'on parle de 500 millions d'euros, si ce budget permet... Qui est faible par rapport au nombre de jeunes. hein. qui permet à ces jeunes de rentrer durablement sur le marché de l'emploi. Je dis bravo, sauf que j'attends une chose, l'accompagnement. Oui. C'est pas juste on va prendre 2 rendez-vous et puis on va satisfaire à 2 rendez-vous. 15 à 20 heures de formation, c'est le contrat. Il faudra Hebdomadaire. Hebdomadaire. hein, il bien faudra surtout 2 points.
un accompagnement de qualité parce que ce sont des jeunes qui ont décroché, savoir arriver à l'heure, Manque de confiance, savoir avoir confiance en soi, savoir effectivement respecter l'autorité, la hiérarchie. Dans une entreprise, ça existe. C'est ça le véritable accompagnement Le dont savoir-être. ces jeunes ont besoin. Deuxième chose, la formation, avoir des formations en adéquation avec les besoins du De qualité marché. pour le moins. Là encore, c'est pas juste je vais faire une formation ou juste on vous donne une formation pour cocher une case. Donc Il y là, a ce on risque, un en vrai- effet. Là, on a un vrai travail à faire et c'est la raison pour laquelle moi j'ai une Mars idée. 2022, le début de la. J'ai de une l'opération. idée. Je pense que tous ces jeunes devraient être au moins, au-delà du conseiller Pôle emploi, l'idéal serait qu'au moins ces jeunes rencontrent 3 ou 4 heures dans One Shot un vrai dirigeant, un employeur pour pouvoir lui donner les véritables codes Oui. parce que ce sont ceux qui Les vrais emploient, mots. c'est vous, c'est chacun d'entre nous qui employons, qui connaissons nos besoins. Et ça, voilà, je pense qu'il y a peut-être un gap qu'il faudra combler le moment venu. Olivia Copin, vous en pensez quoi? C'est une rustine? C'est quoi? C'est un sparadrap sur une jambe de bois, comme on dit? C'est C'est au cette moins le formule? mérite d'exister. Après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est la sémantique. Emmanuel Macron parlait de revenus en juillet. Aujourd'hui, on parle de contrat d'engagement. Alors, un contrat, c'est déjà quand même des parties, un consentement mutuel avec des obligations réciproques. Et ensuite, on rajoute le mot engagement. Donc, on montre qu'on est vraiment dans la notion. C'est pas de droit et de l'assistanat, ça c'est Voilà. important. Hein. Et là où je vous rejoins, c'est que c'est vrai que je pense pas que c'est je pense pas que c'est une chance qu'on donne aux jeunes de leur donner 500 euros ou 300, 400 euros et quelque part de les maintenir dans cette précarité-là. Ce qu'il faut, c'est aller les chercher. Alors concrètement, comment on fait? Parce que comme vous le disiez, ces jeunes-là, ils sont sans emploi, sans formation, quelque part, ils sont sortis du système. Totalement. Moi, j'ai envie de les appeler les invisibles. C'est une forme d'invisibilité. C'est une forme d'invisibilité, sauf que c'est un enjeu, effectivement, on est dans une année électorale importante, donc il y a toujours cet enjeu politique, voilà. Mais il y a un enjeu de citoyenneté aussi, parce que s'ils sont invisibles économiquement, c'est ces gens-là qu'on retrouve dans l'abstentionnisme, qui est Exactement. quand même un enjeu crucial pour nos démocraties, ou alors dans le vote des extrêmes. Et donc, même si les montants sont parfois pas à la hauteur du... Voilà, mais... Et de la délinquance, excuse-moi. Oui, de dire, donc quand il on est faut, perdu, on voilà, bascule parfois du mauvais côté. Hein. Moi, je trouve que ça a au moins le mérite d'exister. Et d'aller les chercher. Et c'est la raison pour laquelle je dis on ne peut pas Exactement. faire trop de politique avec ce sujet-là, parce que effectivement, moi je partage complètement l'idée de dire que l'enjeu va au-delà des 500 millions, l'enjeu va au-delà de l'emploi, c'est un enjeu de société. Tout à Nous ne fait. pouvons pas laisser 1 million de jeunes sur le carreau. Ça n'est pas possible dans une grande démocratie. Il nous reste peu de temps. Je voulais juste que vous écoutiez Thibaut Guilluy. Il était notre invité, qui est le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Il est très engagé sur cette question, évidemment, aux côtés d'Elisabeth Borne. Écoutez ce qu'il disait sur notre plateau, justement sur ce contrat d'engagement jeune. Vous savez, quand un jeune prépare son avenir, soit il est en études, et d'ailleurs quand il est en études, qu'il fait ses études, la société accepte tout à fait, trouve ça tout à fait normal de lui accorder une bourse quand il n'a pas les moyens ou que ses parents ne peuvent pas lui apporter les moyens de pouvoir faire ses études et de se nourrir, de se loger. Eh bien c'est le même principe ici. Quand un jeune prépare son avenir, mais en réfléchissant à son projet professionnel, en recherchant un emploi, dans cette période-là, si la société n'est pas à côté d'elle à lui accorder une bourse, finalement une allocation, pendant cette période la plus courte possible, Un coup de eh bien pouce. ça peut pas fonctionner. Et donc on donne les moyens aux jeunes de pouvoir réussir avec un vrai accompagnement, avec plein d'activités, de la formation sur mesure, et puis évidemment une allocation pour ceux dont les revenus sont trop modestes. Juste un mot pour clore. La métaphore, enfin, l'image avec la bourse est intéressante parce qu'on donne des bourses aux étudiants pour étudier et il dit aussi, pourquoi pas imaginer cette aide, ce coup de pouce. Ça se Si la tient. formation est la même, parce que là encore, dans le cas des bourses, c'est bien, il y a des études en face. Donc s'il y a l'accompagnement et la formation en face, Ouais. c'est tout à fait Vos vigilances, c'est sur la qualité de la formation qu'on va donner. Qualité, vraiment tout à accompagnement par rapport aux Ouais. besoins. Je vous dis, ce sont des jeunes qui sont sortis du système. Il faut vraiment les aider à retrouver le système. Et par exemple, une amie qui est frontalière me disait, nous, on a besoin, par exemple, que nos jeunes, quel que soit leur métier, sachent parler allemand. Quand vous vivez à Strasbourg, eh bien, ça peut être un plus pour pouvoir intégrer un certain nombre d'emplois disponibles. Dernière séquence, vous l'avez tous vu cette information parce qu'elle a fait grand bruit. Les femmes travaillent gratuitement. Olivia Copin, vous travaillez donc gratuitement depuis mercredi 9h22. Vous êtes à votre compte, donc vous vous êtes dit bon moi je suis tranquille. Évidemment c'est une campagne pour sensibiliser, mais qui soulève la question de l'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Vous êtes sensibilisé à cette question. Vous êtes chef d'entreprise, donc vous n'êtes pas dans le salariat à vous dire tiens le collègue homme qui fait le même boulot que moi, je sais son salaire et il gagne 20% de plus. Ce qui n'est pas votre problématique. Mais cette question-là, elle est fondamentale quand même. C'est une question, c'est un enjeu de société, l'égalité entre l'homme et la femme.
C'est un sujet dont on parle chaque année. C'est long, Ça avance un prend peu du quand même, temps, hein. Ça avance. Là, il y a une loi qui a été votée par le Sénat. Marie-Pierre dernièrement, Rixain, absolument. pour promouvoir donc voilà Les femmes dans les COMEX. Voilà, exactement. Parce qu'effectivement, plus elles vont accéder à des postes à haute responsabilité, c'est aussi les postes qui sont le mieux rémunérés. Et il y a aussi, je pense, vraiment la question du congé maternité. Je pense que tant qu'en fait le congé maternité sera à la charge uniquement de la femme, les inégalités disparaîtront pas complètement, parce que quand vous regardez vraiment les histoires, les chiffres et ce qu'il y a derrière les chiffres, finalement, la rupture, elle se fait au moment du congé mat. Vraiment au moment où il y a où il y a la vie de famille qui commence pas uniquement. avec une inégalité François des Vigne. tâches Pas uniquement, parce domestiques, que il y avait également L'égalité homme-femme, c'est la loi Rixain qui fait avancer la loi Copé-Zimmermann. Nous sommes très très engagés dans l'entreprise et au sein des entrepreneurs et dirigeants chrétiens pour promouvoir, pour assurer l'égalité homme-femme dans tous les emplois. Et on est bien d'accord que ça concerne aussi la maternité. Égalité salariale, on entend bien. L'égalité salariale, c'est important. Et donc également la prise en compte de la vie de famille, puisque ça peut être sinon un facteur en effet d'inégalité très important. En même temps, on le voyait, et il y avait d'autres études qui paraissaient sur le fait que c'est pas simplement lié à l'égalité dans les mêmes postes, c'est souvent aussi des choix de carrière qui sont différents, voire des choix de métiers. Aujourd'hui, les hommes choisissent les carrières les plus rémunératrices. Ils vont dans les métiers les plus rémunérateurs. Et les femmes filières les RH, métiers innovants les plus rémunérateurs. Les femmes, souvent, pour différentes raisons, choisissent aujourd'hui des carrières moins rémunératrices. Ce sont aussi des choses qui font... Elles s'autocensurent en quelque sorte. Alors, il y a plein de mécanismes derrière, mais on est en train de rentrer là dans un débat important, mais donc ça commence aussi par la formation. La formation est donner la possibilité aux femmes d'accéder à ces carrières pour assurer une vraie égalité. La finance, la tech, parce que vous êtes dans la finance, mais il y a la tech Absolument. aussi. Pourquoi est-ce que, par exemple, la magistrature s'est considérablement féminisée? Aujourd'hui, il y a plus de juges que de juges, si je puis me permettre ce jeu de mots, parce que beaucoup de garçons vont vers les cabinets d'affaires plutôt que d'aller vers la magistrature. Deux choses. La loi sur l'égalité homme-femme, elle existe depuis 1972. La réalité, c'est que nous sommes loin, effectivement, de ce caractère effectif. Je crois qu'il y a une chose que nous pourrions mettre en œuvre, parce que tout ce qui a été dit est complètement juste. Je crois qu'il faut que nous ayons une culture de l'égalité. Non, parce que je pensais au quota, vous voyez, je jette le mot comme ça. Non. Parce que c'est des quotas qu'on met en place. Hein. Oui, mais je pense qu'il faut que nous ayons une culture de l'égalité. Depuis le plus jeune âge, ça s'apprend à l'école. Parce qu'effectivement, je suis complètement d'accord, les choix de carrière se font en fonction, les filles vont avoir des activités qui sont moins rémunératrices, des carrières qui sont moins rémunératrices, des secteurs qui sont moins rémunératrices. Quand on travaille dans la santé, on gagne moins que quand on travaille dans les nouvelles technologies. Et ce ne sont pas des postes à responsabilité, je m'autorise. Il y a d'autres choses qui se cachent. C'est que culturellement aussi, il faut que les femmes, les filles, apprennent à parler argent comme les hommes. Très souvent, on le voit, nous, dans nos cabinets ou des cadres, au moment des négociations salariales, il y a une pudeur à parler argent. Et c'est vrai c'est vraiment culturel, c'est là où il faut. Les hommes se surévaluent, j'ai vu dans une étude. Absolument. Ils s'augmentent plus. Absolument. À poste égal, une femme est plus modeste. Absolument. Donc, il y a évidemment la question de la maternité, il y a l'organisation de la société, mais il y a aussi tous ces petits éléments aux côtés. La sociologie. La sociologie, les choix de carrière, le comportement qu'on peut avoir, le fait que la femme accepte qu'elle puisse avoir une vraie carrière. Et puis, dernier point, il faut que les femmes acceptent aussi, en tout cas pas acceptent parce qu'elles ne le refusent pas, mais il faut qu'elles sachent qu'on peut aussi se faire coacher. Je vois qu'un certain nombre, je connais une association qui organise le coaching, le mentorat pour des femmes, quels que soient les niveaux, quels que soient les secteurs d'activité, pour justement leur donner les clés de la réussite, parce que là encore, en tant qu'homme, on peut le dire, il y a des clés de la réussite dans la société. On va à tel club, on fait telle chose, etc. Les réseaux. Ce sont des choses à savoir, et c'est pas mal de dire, ben oui, quand on veut voir une carrière progresser, il faut jouer les mêmes, avoir les mêmes clés donc que voilà, les hommes. Donc je dis aux femmes, allez-y, là aussi, la loi ne fera pas tout, il faut qu'elles y aillent. Olivia Copin, les quotas, juste d'un mot, parce qu'il nous reste peu de temps, mais en fait, le gouvernement n'assume pas ce mot, parce que c'est un mot extrêmement sensible qui nous renvoie aux États-Unis, c'est l'affirmative action, mais c'est une politique de quotas. Quand il y a toujours eu des quotas. 40% de femmes dans un COMEX, à partir de 2028, les entreprises auront du temps. On met en place des quotas. Oui, parce que le quota, il faut l'assumer. Finalement, c'est un accélérateur, ça permet de faire gagner du temps, changer des mentalités, c'est ça. Changer une culture, ça prend beaucoup plus de temps. Effectivement, je rejoins mes camarades, on entraîne beaucoup plus
plus, on élève beaucoup plus les hommes dans la culture pour être des leaders, Ouais. être dans le leadership. De la Les femmes, performance. c'est plus le care, voilà, plus de. Donc, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire auprès des jeunes générations. Effectivement, désacraliser le sujet de l'argent. C'est ce que disait Christine Lagarde, en 40 ans de carrière. Elle a vu plein d'hommes lui demander des augmentations. Pas une seule femme. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. C'est vrai. Elle évoquait cette chose. Et je rejoins quand même sur le sujet de la famille, parce qu'on a vu quand même que la crise du Covid a quand même beaucoup plus précarisé les femmes, parce Bien qu'elles sûr. étaient en charge beaucoup plus des tâches du foyer. Oui, ça avance lentement. Donc ça avance lentement. Quand même. Mot de la fin, François Vigne. Non, mais là, je pense qu'on est tout à fait d'accord. Et les quotas sont un mal nécessaire parce que, là encore, moi, on assume. Toutes les femmes que je connaisse sont en même temps contre les quotas parce qu'elles disent moi, je veux pas être finalement Elles là sont pour- choquées. à cause du quota. Oui, Donc, mais ça, ça, c'est c'est parce que j'ai des oui. qualités. Mais il faut que les quotas sont nécessaires, mais il faut qu'on arrive à les Oui, mais- dépasser. Eh que oui, les femmes aient toute leur Marine place. Balanchard, Je la vais vous semaine dire, dernière. c'est pas. Je vais vous dire, ça c'est l'obsession de ceux qui disent on veut pas les quotas parce qu'on va être, on sera jugé uniquement à Bah oui. l'aune de Pas faux. Et pas sur nos compétences. Pas sur nos compétences. C'est complètement faux. Quelqu'un qui gère une entreprise, dans 8 cas sur 10, on va essayer quand même malgré tout de prendre quelqu'un qui a la bonne compétence. J'ajoute que ça permet. Admettons qu'il n'y ait pas toute la compétence, mais ça permet d'amorcer le mouvement. Parce que sinon, on vous dit en permanence, ah ben non, on n'en trouve pas, c'est rare, il faut qu'on réfléchisse. Mais Mais ça non. oblige l'entreprise à fouiller un petit peu. Et ça permet aux jeunes de se projeter aussi, c'est job d'avoir board. des modèles féminins. C'est vrai, d'avoir, mais exact. Un Mais jour, on là-dessus- aura un Steve Jobs féminin, voilà, et donc du coup, ça va Et permettre là-dessus, aussi aux vous jeunes avez aujourd'hui énormément se de, projeter. Mot de la fin. énormément de publications, je le dis, et puis chacun pourra aller chercher, énormément de publications en français comme en anglais sur la manière, effectivement, de bâtir. Et je pense que les femmes devraient s'approprier toutes ces clés pour bâtir une carrière sans pour autant... Tout en gardant leur énergie, leur personnalité Absolument. et leur style, parce qu'après tout, il ne faut pas qu'elles ressemblent aux hommes, mais qu'elles soient Non, des mais femmes. c'est C'est un le vrai sujet, cette question, hein, Moi, je la forme pense que- d'acculturation. C'est encore un autre C'est un sujet, sujet très large, Très mais large. qu'il faut ouvrir et qu'il faut assumer Effectivement. aussi. Bien sûr, Les femmes doivent rester des femmes dans leur Absolument. personnalité. Merci Olivia Copin Merci à d'être vous. venue nous rendre visite, fondatrice de Juste Business, enseignante au CELSA. Merci Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires et vice-président de France-Amérique. Il y a un S à Amérique, hein. Ouais. C'est les Amériques du Nord et du Sud. Ouais. C'est ça, hein, vous êtes sur quasiment les deux continents. Quelle ambition. Après, moi, je m'occupe des États-Unis, Les États-Unis, c'est ça. Non, mais c'est très vaste. qui est déjà un grand territoire. C'est gigantesque. François Vigne, merci d'être venu associé chez Sycomore Corporate, finance et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Et devinez quoi, on parle de pénurie de salariés. Bah oui, une entreprise essaie de résoudre ce problème. On le reçoit. Et pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi, on va parler alors de pénurie de salariés, qui est le gros sujet dans l'actualité évidemment des entreprises, avec notre invité pour réfléchir à des solutions possibles, pour essayer justement de pouvoir régler cette difficulté, parce que c'est un vrai sujet dans le BTP, dans la restauration, dans la tech, presque dans tous les secteurs. On en parle avec François Chauvin. Bonjour François. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Directeur général de Direct Skills. Oui. Vous avez créé cette PME en 2000, Oui. Donc elle a 21 ans, donc c'est un adulte, cette entreprise. Oui. Racontez-moi un peu l'esprit et en quoi votre entreprise de tech est capable de répondre à cette pénurie d'emplois. Comment vous faites? Parce que c'est vrai que là, tout le monde est devant le poste et pendu à vos lèvres. Écoutez, j'espère arriver à répondre à quelques questions. Donc, nous n'allons pas traiter l'intégralité de pénurie, mais nous allons aider à travers un certain nombre de sujets. Donc, Direct Skills, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui est destinée à gérer les besoins temporaires de ressources humaines, donc CDD, intérim, prestataire, freelance, etc. Sur les enjeux, 1, de trouver les bonnes personnes qualifiées, tout ce qui va avec, et 2, dans le cadre d'une gestion contractuelle qui est adaptée. Parce qu'il y a en France une réglementation sur le droit du travail qui est complexe et dans lesquelles c'est le moins qu'on puisse dire. On peut facilement se prendre le pied dans le tapis. Il y a tout un tas de règles à respecter qui dépendent du type de contrat. Troisième enjeu, c'est une gestion financière au carré, être facturé des bons montants par les prestataires diverses et variés. Et quatrième enjeu, c'est évidemment de faire tout ça en y passant le minimum de temps. Concrètement, ça veut dire que l'entreprise s'implémente sur votre logiciel et va pouvoir aller chercher quoi? Un vivier de collaborateurs? Comment ça se passe, cette mise en relation entre l'offre et la demande? Alors l'entreprise va pouvoir définir quels sont ses postes, ses besoins génériques,
Deuxièmement, on va pouvoir consulter des agences de travail temporaire, des ESN ou des différents viviers, puis gérer son circuit de recrutement, puis gérer sa contractualisation et la facturation, et tout ça dans un cadre structuré et sécurisant d'un point de vue juridique et financier. Question importante, c'est le vivier de postes. Oui. Job board, tous les sites sont pris. Comment on mouline, je dirais, pour trouver la perle rare ou le collaborateur qui va bien, tant sur le plan géographique que sur le plan des compétences? Alors, il y a plein de choses diverses et variées, et il n'y en a pas une seule à mettre en œuvre. Nous, on insiste sur un point particulier, c'est le vivier de talent au sens des personnes qui ont déjà travaillé pour l'entreprise. D'accord. Beaucoup d'entreprises travaillent beaucoup de CDD, d'intérimaires, de prestataires, de freelance, et dans beaucoup de cas, oublient toutes les informations correspondantes à ces personnes qui ont travaillé pour elles. Et donc l'idée, c'est de dire, vous avez un CDD qui a travaillé chez vous, un intérimaire, un prestataire, vous le connaissez, oui. Il vous connaît, vous avez eu la capacité de savoir comment il travaillait. Donc l'idée, c'est de mettre en place un circuit vertueux. À la fin de chaque mission, c'est du recyclage, en fait. C'est un peu écologique, cette méthode. On peut dire ça comme ça, c'est du recyclage écologique, tout à fait. Et consistant à dire, finalement, au fur et à mesure, d'enrichir ce vivier avec les gens qui passent par chez vous et face à un besoin qui est souvent urgent. L'idée, il est dans le vivier, donc on va le trouver plus facilement. Deuxièmement, il n'y a pas à faire tout un circuit de recrutement et de qualification. Mais oui. Troisièmement, puisqu'on connaît la personne, on va prendre beaucoup moins de risques en matière de sécurité, de formation. Elle connaît l'entreprise, donc elle connaît les règles qui ont été fixées par l'entreprise, et elle a les peintures de guerre de la boîte, comme on dit, pour parler cash. Vous avez fait une étude avec OpinionWay, et il ressort des chiffres, évidemment, qui correspondent à ce qu'on entend dans l'actualité. 60% souffrent des entreprises, évidemment, de difficultés de recrutement. 56% des entreprises ont actuellement des difficultés pour recruter, et d'ailleurs prévoient ces difficultés dans les mois à venir. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet qui va s'arrêter demain. Oui. Et il y en a 75% qui expliquent que c'est le manque de profils qualifiés. Ce que vous nous dites en plateau, là, ce qui est très intéressant, c'est que au-delà de faire se rencontrer une offre et une demande, c'est que vous récupérez ces anciens et vous essayez de les remettre dans le circuit. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça, voire exactement ça, tout à fait. Et donc ça veut dire que le collaborateur va être recontacté, celui qui est passé par l'entreprise. Oui. Qui l'appelle? Est-ce que c'est vous qui gérez cette mission ou c'est l'entreprise en direct? L'entreprise va faire... Donc nous, on est une plateforme logicielle, donc on ne fait pas les services, mais on va donner les moyens à l'entreprise de faciliter cette recherche. Donc, cette mise en compte. Votre plateforme, je leur dis, Direct Skills, c'est de la tech, c'est aller chercher aussi la fiche de ce monsieur, de son téléphone, pour accompagner l'entreprise, on est bien d'accord? C'est tout à fait ça, et également toute son historique et les compétences qu'on a pu voir. Et tout ceci est beaucoup plus riche que tous les job boards qui sont très très bien, les ATS, mais qui fonctionnent sur des algorithmes... qui ne sont pas, donc typiquement, c'est pas parce qu'un maçon a 15 fois maçon sur son CV qu'il va être meilleur maçon qu'un qu'une seule fois. C'est vrai. Et en plus, est-ce qu'il va être vraiment adapté à tel job en particulier qu'il y a à faire? C'est encore moins sûr. Donc, en fait, c'est un mélange de tout ça qu'il y a à faire et c'est pas simple. Ça ne marche pas à tous les coups. Avant de se quitter, c'est évident que certains collaborateurs qui ont quitté l'entreprise, qui vont être recontactés par l'entreprise, vont dire écoutez, depuis je suis marié, j'habite à 800 km. Mais vous le récupérez dans un fichier, je dirais, client, vous exploitez cette donnée? On exploite, c'est-à-dire chaque client gère ses données à lui, et nous, on lui fournit les outils pour les gérer correctement, oui. Donc effectivement, c'est une solution, une des solutions, un des outils pour lutter contre cette pénurie. On dit qu'il y aurait 500 000, 600 000, je ne sais pas si vous avez un chiffre, vous qui travaillez dans le secteur. Il y a combien d'emplois à pourvoir? On parle de 7 ou 800 000 emplois non pourvus. Après, ça dépend des chiffres et des sources, mais c'est beaucoup. Oui. Donc c'est assez évolutif, 700 à 800 000 emplois. Oui. Merci François Chauvin d'être venu nous rendre visite, directeur général de Direct Skills, qui est une PME créée en 2000, qui répond, qui répond à vos besoins, vous qui êtes chef d'entreprise et qui galérez pour recruter. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi, évidemment. Merci pour votre fidélité et tous les messages que vous nous adressez sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe, évidemment. Merci à Kenny Dellenbach pour la réalisation. Merci à Amanda pour le son et merci à Fanny Griesmer et Margot Ruot qui m'accompagnent dans cette belle aventure qui est Smart Job. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye.